J'ai toujours admiré le livre pour ce qu'il était. La patience qu'il faut avoir pour rédiger tant de pages, la solitude inhérente à la tâche, la réflexion qu'engendre le choix des mots, les messages que veut transmettre ou non l'auteur, et ceux que comprennent les lecteurs. Le livre est quand même un objet très complexe. Il lui arrive parfois d'influencer la vie de personnes, voire de sociétés entières. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que je voulais aborder certains livres inhabituels. Et comment mieux commencer 2016 qu'avec l'autoproclamée une nouvelle Bible de l'humanité. Pour cet épisode spécial, on va parler du livre qui dit la vérité de Raël. Le livre qui dit la vérité de Claude Vorillon alias Raël, mais que j'appellerai Claude parce que c'est plus rigolo, est sorti en 1974 et est une œuvre phare de la secte raélienne. Et avant de commencer, je tiens à préciser que ce n'est pas parce que c'est une secte que je me permettrai de déformer les propos de l'auteur. Car il n'y a pas besoin de ça pour se coucher au sol et pratiquer quelques allers-retours en se tenant les côtes de rire lorsqu'on découvre ce qu'il dit. Et pour témoigner de toute ma bonne volonté, je vais même m'armer d'un outil méthodologique qui me semble indispensable et qu'utilise régulièrement un critique de cinéma reconnu, l'Icarion. Salut, que puis-je pour toi? Un film à te conseiller, peut-être un café, un resto? Non mais parce que c'est bizarre, t'es chez moi et genre j'avais même pas ouvert la porte en fait, et donc j'ai un peu peur, je te cache pas. Eh ben en fait, je fais un épisode sur le premier livre de Raël et... Ouais, tu veux le bullshitomètre, je comprends, prends-le. Donc, tout commence lorsque Claude fait un jogging sur un volcan, lorsqu'une soucoupe volante descend du ciel. Là, un extraterrestre lui explique qu'il détient toute la vérité sur la vie et qu'il la lui expliquera s'il revient demain avec une Bible. Donc Claude revient le lendemain avec une Bible et l'alien commence son histoire avec une grosse référence pop culture puisque la première phrase est « Il y a très longtemps, sur notre planète lointaine ». Oh, j'adore Star Trek. Du coup, il y a très longtemps, sur une planète lointaine, des mecs, les Elohim, découvrent le clonage. Ils commencent à faire des expériences, mais développent un jour une créature qui témoigne alors d'un certain irrespect des principes fondamentaux du vivre ensemble. La société a peur et envoie les scientifiques faire leurs essais ailleurs. Et ailleurs, c'est ici. Après avoir séparé les continents avec des charges explosives, pour une raison qui m'échappe encore, ils vont créer des plantes avec des produits chimiques, puis des tas d'autres trucs, et même des dragons. Les scientifiques, je cite, organisaient des concours pour désigner l'équipe de savants ayant créé l'animal le plus beau ou le plus intéressant. Évidemment, les gagnants de ce concours sont ceux qui ont créé l'être humain. Genre entre l'humain et le dragon, ils se sont dit, on choisit l'humain. Sérieux? Non mais les gars. Pendant ce temps, la planète mère décide d'arrêter les expériences et de tout détruire avec des missiles nucléaires, ce qui nous permet de découvrir qu'en 25 000 ans, la recherche scientifique en armement n'a pas bougé. Mais les scientifiques sur Terre, prévenus du truc, vont demander à Noé, le mec de la Bible, de construire une fusée qui tournera autour de la Terre pendant le cataclysme, sauvant les créations des mecs. Ils se débarrassent ensuite de la radioactivité, je cite, scientifiquement. Puis on remet tout ce petit monde et ça continue comme ça sur plus d'une centaine de pages. Verdict. Je pense qu'on peut dire sans trop se mouiller que c'est pourri en fait. C'est-à-dire que le gars avait envie de se raconter des histoires, il l'a fait, c'est mignon. Enfin, le gars veut quand même faire une secte à partir de ça, c'est dommage, mais c'est mignon. En gros, l'entretien se déroule sur 6 jours, durant lesquels l'alien reformulera les textes religieux en tirant des citations ça et là. L'argumentaire repose uniquement sur la Bible et joue sur les ambiguïtés pour se fabriquer de nouveaux messages. Par exemple, un de mes préférés est lorsque l'alien cite ce passage. Et voici que la gloire de Dieu d'Israël vint de la direction de l'Orient, avec un bruit comme le bruit des grandes eaux, et la terre resplendit de sa gloire. Et l'alien explique que gloire de Dieu est le nom de leur vaisseau spatial. Alors, je veux bien être ouvert d'esprit. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, alors que vous venez de nous dire que Dieu n'existe pas, vous appelez votre vaisseau Gloire de Dieu? C'est pas un peu paradoxal? Vous l'aurez compris, c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, ça on s'y attend un peu. En tant que livre, on peut déjà reprocher à Claude de ne pas attacher plus de respect au support de son message. C'est quand même censé être le livre qui dit la vérité, l'équivalent d'une Bible. Et pourtant, c'est expédié, mal expliqué, ça passe au-dessus des points essentiels qui risqueraient d'éveiller notre curiosité, et c'est mal écrit, mais d'une force. Je crois que j'ai rarement autant insulté à haute voix un livre que j'étais en train de lire. Et le plus drôle, c'est que Claude justifie sa médiocrité. En effet, les aliens expliquent que Claude n'étant pas scientifique, il ne fera pas d'explications complexes. Et n'étant pas littéraire, il ne fera pas de grandes phrases inutiles. Du coup, le seul talent de Claude, c'est d'être incompétent. Je n'ai aucun remords à me moquer de Claude, qui témoigne tant par la forme que par le fond du dédain qu'il porte à ceux qu'il prétend médiocrement vouloir défendre, car ses intentions me paraissent ouvertement peu louables. Mais certains, plutôt que de se gausser grassement, le suivent corps et âme. Il est donc intéressant de s'interroger là-dessus. Pourquoi des gens croient en cela?
Il n'y a évidemment pas d'explication miracle, du coup, je vous propose plutôt 3 tendances. La première, c'est que lors de la sortie du livre, au milieu des années 70, on avait commencé à rapporter régulièrement la vision d'objets volants non identifiés, mais on n'avait pas vraiment de gens avec qui parler du phénomène. Du coup, la sortie du livre a permis de rassembler ces gens qui voyaient là la possibilité d'enfin communiquer entre eux sur un sujet atypique qui les rapprochait. Le deuxième point, c'est que quand on demande à ceux qui sont sortis de la secte pourquoi ils y sont rentrés, beaucoup répondent qu'à ce moment, ils étaient plutôt seuls et un peu fragiles psychologiquement. Du coup, la secte leur disait tout ce qu'ils voulaient entendre, et il n'y avait rien ni personne pour contrebalancer leurs propos. Donc, beaucoup se laissaient tenter, déjà simplement pour changer d'air, car ça ne pouvait aller que mieux. Et le troisième élément, qui n'est pas vraiment une tendance, mais qui me paraît important. À sa sortie, beaucoup de médias ont invité Claude pour parler de son livre, dans le seul but de se fendre la poire. Le problème, c'est que le mec paraissait tellement fou qu'on ne voyait pas vraiment l'intérêt d'essayer de discuter ses idées. On se moquait tout simplement. Du coup, beaucoup de spectateurs ont vu en Claude une victime que la méchante société rejetait. Ça lui a fait une publicité énorme et beaucoup ont pris son parti. Et comme d'habitude, les médias qui ont tenu le micro à Claude ont fini par se demander pourquoi tant de gens écoutaient Claude. D'ailleurs, j'ai longuement hésité à faire cet épisode à cause de ce point. Je me demandais vraiment si en parlant d'un livre comme celui-ci, je ne risquais pas de faire exactement ce que je reproche aux autres de faire. C'est une question à laquelle j'ai répondu en me disant qu'il y avait une manière d'en parler, et que cette manière équivaut à maintenant vous parler des dangers que représente ce livre. D'abord, il y a le danger de croire à son message, et cela même si ce n'est pas votre but au départ. Le fait est que Claude part tellement dans tous les sens qu'il y a forcément un sujet sur lequel on sera d'accord. Et si on le retrouve sur un sujet, pourquoi pas sur les autres? Mais ce qui m'a surtout dérangé, c'est le message final derrière tout ça. En effet, le but est un monde meilleur grâce à l'aide des aliens. Mais quand on regarde comment y parvenir, ça fait froid dans le dos. Voici le monde utopiste, selon Claude et les aliens. Déjà, les femmes n'auront plus le droit d'avoir plus de 2 enfants, et cela afin d'éviter la surpopulation qui nous menace tous. Des jeux seront organisés où les candidats pourront s'entretuer, histoire de libérer notre violence. Et cela afin de, je cite, diminuer les possibilités de création de conflits internationaux. Même Hunger Games trouvait de meilleures excuses. Enfin, le droit de vote nous serait retiré et seuls quelques génies devront prendre toutes les décisions pour l'ensemble du peuple. Quant à l'individu lambda, c'est-à-dire vous et moi, des tests seront effectués sur lui pour mesurer ses capacités et voir quel sera alors son métier sans que celui-ci n'ait rien à redire. Voilà le monde que nous propose Claude. C'est ainsi que lorsque je suis arrivé à la deuxième partie du livre, Claude me proposait d'aller découvrir la planète des aliens, et je lui ai gentiment répondu non. Je me plais bien, moi, sur ma planète imparfaite, avec mes amis avec qui je descends des bières. Et tu peux nous traiter de primitifs, ça n'y changera rien. Du coup, ce sera tout pour moi. Il y a encore beaucoup à dire sur la secte en soi, ses pratiques douteuses, son système économique et j'en passe, mais je voulais rester sur le livre, et il est temps de conclure. Ce livre est un nanar littéraire. Un nanar malhonnête, certes, mais un nanar quand même, car croyez-moi, mais je vous ai pas parlé d'un 10e des absurdités que l'on peut trouver dedans. Par exemple, le fait que la tour de Babel soit en fait une fusée, que Daniel n'est pas attaqué par les lions grâce à un rayon paralysant, que Moïse se promène avec, je cite, un détecteur de nappes aquatiques souterraines, et qu'il écarte les eaux, je cite encore, grâce à un rayon répulseur qui permet de dégager un passage. Mais mon coup de cœur revient à cette information complètement improbable qui consiste à nous expliquer que le cerveau de l'homme est un émetteur et que les cheveux et la barbe sont des antennes servant à la télépathie. Cette découverte se conclut par, je cite toujours, « Vous avez sans doute remarqué que beaucoup de vos savants avaient des cheveux très longs et souvent de la barbe. Les prophètes et les sages également. Vous comprenez mieux pourquoi maintenant. » Et pourtant, des gens sont persuadés que tout cela est vrai. Je pense que ça peut témoigner de 2 choses. La première, c'est que malgré toute notre rationalité, nous ne serons jamais capables de tous raisonner de la même façon. Et ça, je trouve plutôt bien. La deuxième, c'est que ce livre est selon moi l'exemple par l'absurde de l'importance de l'éducation, de l'enseignement et de la culture. Les meilleurs outils d'autodéfense que l'on peut utiliser face à un type qui essaye de profiter de nos différences pour ses plaisirs individuels. Mais tout est une question de point de vue. Et celui de Claude est, je cite une dernière fois, « L'argent c'est bon, et tous ceux qui disent le contraire sont pauvres, et c'est bien fait. » Je pense qu'il n'y a rien à rajouter.